L'amélioration continue est extrêmement présente dans le cadre professionnel, dans les entreprises, mais totalement absente du cadre personnel, sans doute parce qu'elle est très liée à la notion de performance. Pourtant, cette idée d'amélioration continue, moi je l'aime beaucoup, je l'utilise au travail, mais aussi à la maison. Et si je l'aime beaucoup, c'est parce qu'elle sous-tend deux idées que je trouve très intéressantes. La première, c'est que nous ne sommes pas parfaits. Et la deuxième idée, c'est que nous pouvons nous améliorer tous les jours, pas à pas. Alors, pour mettre en place, pour enclencher cette dynamique d'amélioration continue, que ce soit dans mon travail ou à la maison, j'utilise un outil qu'on appelle la rétrospective. La rétrospective a été développée par les entreprises qui utilisent des méthodes agiles pour améliorer le fonctionnement des équipes. Mais la rétrospective peut aussi très bien être adaptée pour être utilisée à la maison ou à l'école. À la maison, je n'ai pas mis en place de rituel particulier pour faire des rétrospectives. Je n'en fais pas à fréquence régulière, mais plutôt à la demande quand le besoin s'en fait sentir par les membres de la famille. Donc, ma fille Éléonore qui est née en 2014, Thomas, mon mari, ou moi-même. Et c'est souvent le cas quand on rentre de vacances. On a vécu des choses très fortes ensemble et on a besoin de débriefer de ce qui s'est bien passé, de ce qui s'est moins bien passé, et puis d'améliorer certaines choses pour le retour à la maison et pour les prochaines vacances. Donc dans ce cas-là, je vais profiter du trajet en voiture, qui est un moment calme où tout le monde est disponible, pour lancer une petite rétrospective. Et je vais faire ça de manière très simple. Je vais juste poser les trois questions, les trois fameuses questions de la rétrospective, à savoir, qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Et que peut-on améliorer? Donc chacun des membres de la famille va participer, va donner son avis et on va essayer de trouver ensemble, collectivement, des actions à mettre en place pour améliorer le fonctionnement et améliorer ce qui s'est un petit peu moins bien passé pour les prochaines vacances. Donc la première et la plus marquante des rétrospectives que nous avons faites ensemble était justement lors d'un trajet de retour de vacances dans la voiture. Éléonore avait à peu près 5 ans et il y avait donc Thomas et moi. Nous avons commencé par lister ce qui s'était bien passé. Donc la rétrospective a vraiment été lancée avec une note positive où on a évoqué nos meilleurs souvenirs de vacances. Donc on était dans un climat bienveillant. Et ensuite, on a commencé à évoquer ce qui s'était moins bien passé. Et là, il y a deux choses qui sont ressorties. La première, c'était de dire que c'était extrêmement difficile de faire les courses pendant les vacances. À chaque fois que nous rentrions dans un magasin, Éléonore réclamait à tort et à travers d'acheter tout ce qu'il y avait dans le magasin. Donc Thomas et moi, on était obligés de lui dire non tout le temps et de lui expliquer pourquoi est-ce qu'on n'achetait pas telle chose ou telle autre. Et elle était très frustrée parce que du coup, elle avait tout le temps des non. Et la deuxième chose que nous souhaitions améliorer, c'était le fait que nous avons trouvé que nous sommes trop disputés pendant les vacances et nous voulions réduire ces disputes. Donc ces constats, ils étaient très partagés, ils étaient collectifs. Chacun des membres de la famille s'est senti responsable. Il n'y a pas eu un tribunal où on a dit c'est de ta faute et il y a une seule personne qui était responsable de tout ça. On était chacun collectivement responsable de ces états de fait et surtout on voulait tous les améliorer pour que ça ne se reproduise plus. Donc une fois que nous avons identifié ce qui fonctionnait moins bien, nous avons essayé de trouver ensemble, collectivement, des actions à mettre en place pour améliorer le fonctionnement et éviter que ça se reproduise. Donc concernant les courses, on a analysé la situation. Moi j'ai expliqué à Éléonore que statistiquement, plus elle nous demandait de choses, plus on allait lui dire non. Alors qu'au contraire, si elle nous faisait moins de demandes et des demandes plus pertinentes, statistiquement, on allait lui répondre beaucoup plus souvent oui. Elle l'a parfaitement compris, un enfant de 5 ans, ça comprend très vite ce genre de choses. Et elle a même ajouté, et comme ça, j'aurais l'impression que tu m'achètes plus de choses plus souvent. Donc, partant de ce constat-là, je lui ai proposé de mettre en place un petit rituel avec 2 questions. Première question, est-ce que j'ai vraiment envie de ce que je demande ou est-ce que c'est juste, j'ai vu quelque chose qui m'est passé sous le nez et tout d'un coup, je me suis dit que je pouvais l'avoir? Et deuxième question, est-ce que ma demande est adaptée? Adaptée à mon âge, adaptée au lieu et adaptée au moment. Et je lui ai dit, donc si tu as une réponse négative à au moins une des 2 questions, c'est que ta demande n'est pas pertinente. Si tu réponds positivement, c'est que ta demande est a priori plus pertinente et qu'on peut en discuter. Donc elle a complètement accepté ce petit rituel, elle l'a mis en place très vite et ça a hyper bien marché. Elle a arrêté de demander d'acheter des choses à tort et à travers dans les magasins et je pense que ça l'a valorisé
Elle a eu l'impression de passer d'un comportement de petit enfant qui demande tout et n'importe quoi à un comportement d'enfant plus âgé qui fait des demandes plus réfléchies. Et du coup, aujourd'hui, on discute beaucoup de ses envies, pourquoi est-ce qu'elle a envie d'acheter ça, à quoi ça lui servirait, etc. Et donc, c'est beaucoup plus agréable comme conversation, beaucoup plus réfléchie, plus agréable pour nous, parce qu'on n'a plus à dire non tout le temps et à justifier pourquoi est-ce qu'on dit non, et beaucoup plus agréable pour elle, parce qu'elle a l'impression d'avoir plus de choses et des choses plus adaptées. Le deuxième sujet sur lequel on a échangé et pour lequel on a essayé de trouver des solutions, c'était ces fameuses disputes. Et dans la voiture, donc on a essayé d'analyser le problème et Léonore m'a expliqué que quand je me mettais en colère, ça lui faisait peur. Et effectivement, je m'énerve assez peu fréquemment, par contre quand ça part, c'est assez volcanique. Je comprends que ça lui fasse peur. Ça a été un vrai choc pour moi. D'entendre que je pouvais faire peur à ma fille, ça a été vraiment extrêmement dur à entendre, mais c'était nécessaire. Il fallait que je l'entende pour faire changer les choses. Donc elle a très bien fait de me l'exprimer. Et la rétrospective était le moment finalement très bien choisi. On n'était pas énervés et j'étais tout à fait ouverte et prête à l'entendre. Qu'on a mis en place un petit rituel pour essayer d'anticiper ces colères-là et surtout faire en sorte qu'elles n'arrivent plus. Donc maintenant, à chaque fois que je m'énerve, j'attends pas que ça explose, je le dis. Je dis, je sens que je vais m'énerver. Et là, la plupart du temps, Éléonore me propose son aide. Soit pour vider la vaisselle, soit pour mettre la table, etc. Parce qu'elle a très bien compris que en fait, la plupart des colères étaient liées à une surcharge mentale. Et finalement, le fait de donner un petit coup de main, ça m'aidait à faire descendre tout ça et à éviter que ça explose. Et donc ça marche extrêmement bien. Aujourd'hui, il n'y a plus de colère à la maison. Ça a été très très salvateur et je suis contente qu'on l'ait fait parce que j'aurais pas voulu que ça continue comme ça et surtout, j'aurais jamais voulu continuer à faire peur à ma fille. Donc pour conclure, il y a deux éléments sur lesquels je voudrais revenir. Le premier, c'est quels sont les avantages des rétrospectives à la maison, pourquoi est-ce qu'on en fait chez nous et pourquoi est-ce que ça fonctionne. Et le deuxième, c'est sur la posture et le rôle des parents pendant la rétrospective. Alors sur les avantages de la rétrospective, nous, ça nous apporte vraiment deux choses. Le premier, c'est un cadre de discussion. On n'est pas dans des disputes à chaud où on n'arrive pas à s'entendre, pas à s'écouter. On est à froid, on commence par parler de choses positives et ensuite on est tout à fait ouvert et à l'écoute pour parler de choses qui vont moins bien et essayer de trouver des solutions collectives. Donc c'est vraiment un cadre de discussion qui fonctionne extrêmement bien et qui nous aide à communiquer dans la famille. Et le deuxième avantage de la rétrospective, c'est vraiment que ça aide à améliorer le fonctionnement de la famille. Aujourd'hui, Éléonore ne réclame plus à tort et à travers dans les magasins. Et aujourd'hui, les disputes ont largement diminué dans la famille. Donc ça a vraiment eu un effet positif et ça a atteint son objectif premier, à savoir améliorer le fonctionnement de la famille et éviter que ce qui ne fonctionne pas très bien perdure, qu'on est en plein dans le mille. Le deuxième sujet sur lequel je voulais faire un zoom pour conclure, c'est le rôle des parents dans la rétrospective. Donc dans une rétrospective, il y a trois grands rôles. Il y a un rôle de participant, où on donne son avis, on propose des solutions, etc. Un rôle d'animateur, dans lequel on va donner le rythme, poser les trois questions de la rétrospective, etc. Et un rôle de modérateur, qui va rappeler les règles de la rétrospective, s'assurer que tout le monde parle avec respect et recadrer un participant si à un moment il s'énerve trop et qu'il ne respecte plus justement le cadre de la rétrospective. Donc, personnellement, moi, à chaque fois, je suis participante dans la rétrospective au même titre que Thomas et que Éléonore. Les parents participent à la rétrospective avec les enfants. C'est un outil collectif. Il n'y a pas d'un côté les enfants qui font la rétro et les parents qui regardent. Tout le monde participe, tout le monde donne son avis et tout le monde est concerné. Ensuite, sur le rôle d'animateur, je l'ai pris assez naturellement parce que j'ai l'habitude de faire des rétrospectives dans mon travail, mais je le fais de manière extrêmement légère en posant seulement les trois questions. Et un autre membre de la famille pourrait tout à fait reprendre ce rôle-là à un moment ou un autre s'il en avait envie. Et enfin, sur le rôle de modérateur, même pour l'instant, j'ai pas eu besoin de l'utiliser. Il n'y a pas eu d'énervement ou de mots plus haut que l'autre pendant les rétrospectives qu'on a pu faire. Sans doute parce que on a choisi des moments qui étaient plutôt des moments calmes où chacun était à l'écoute. Et parce que la rétrospective donne un cadre qui fait qu'on n'a pas envie de s'énerver. On est dans un cadre de discussion collective et du coup, ça ne pousse pas ou ça restreint en tout cas les crises d'énervement. Donc jusqu'à présent, j'ai pas eu besoin d'utiliser mon rôle de modérateur, mais si ça arrivait, il y a un moment, je prendrais cette casquette-là.
Voilà, donc le rôle des parents, c'est d'abord un rôle de participant, ça c'est essentiel, les parents sont toujours participants aux rétrospectives, s'ils le souhaitent d'animateur, si personne d'autre dans la famille le fait, et si besoin, de modérateur. Si vous souhaitez aller plus loin sur les rétrospectives, vous pouvez regarder 2 autres vidéos. La première est la vidéo de présentation de l'outil, dans laquelle j'explique le déroulé des rétrospectives en entreprise et le déroulé des rétrospectives à la maison. Et je donne également donc ces fameux conseils et bonnes pratiques pour mettre en place des rétrospectives facilement chez vous. Et la deuxième vidéo, c'est un autre partage d'expérience où j'explique comment et pourquoi est-ce que je fais des rétrospectives, non pas à la maison, mais cette fois-ci à l'université avec mes étudiants.